Ok, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter ton histoire? Soit tu envoies sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17, ou alors tu envoies ta demande ici en direct et tu vas monter nous raconter ton histoire. Ici on raconte les histoires mystiques, pas les histoires d'amour, et on évite de mentionner les noms des gens, les noms d'indiquer les maisons des gens, noms d'entreprise, les bars, restaurants, hôtels. Voilà, on évite de mentionner les noms. On raconte uniquement les histoires avec les noms d'emprunt. Celui qui s'égare, on le fait descendre totalement. C'est pas la coutume de la maison, mais quand on n'a pas le choix, on fait comment? Ok. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Et on va commencer. Bonsoir, user. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. Mon histoire va un peu être brève. Déjà, c'est un peu une histoire qui me concerne. Je sais même pas qui ça concerne. C'est une histoire que j'ai beaucoup écoutée lorsque j'étais petite. Et je voulais un peu camoufler les lieux, mais bon, c'est que je vais m'embrouiller, donc je vais tout raconter. Ça se passe au Cameroun, à Yaoundé. Sauf donner les noms des gens, hein? Non, je vais pas donner les noms, je connais même pas les noms. Ok. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui va sortir un jour avec son enfant pour faire des examens. Le volume est un peu bas. Est-ce que tu peux retirer les écouteurs ou bien parler plus fort? Bon, c'est que les gens dorment, mais j'ai peur de les réveiller. Donc, tu peux sortir, non? Tu peux t'éloigner d'eux. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui est sortie avec son enfant en semaine pour faire des examens. Et quelques jours plus tard, elle décide d'aller récupérer les résultats de ces examens-là. Et quand elle sort du quartier pour aller récupérer ses résultats, elle était à TKC, vers à Yaoundé, TKC, vers à l'époque c'était la Sonnelle. Quand elle sort du quartier, elle arrive à son entrée, elle voit un homme à côté d'une voiture qui a les bras écartés, qui vient vers elle et en lui demandant que tu as peur. Elle dit que moi j'ai peur de quoi? Tu vas me faire quoi en journée alors qu'il y a des gens? Elle avance et avant qu'elle ne se rende compte, on l'a arrêtée, elle est dans la voiture, on a monté les vitres sont fumées et tout. On l'attache, il se met à rouler. Il roule jusqu'au niveau de Foulane. On bande ses yeux, on lui... Comment on dit ça? Bon, bref. On scotche sa bouche et tout. Ils ont roulé pendant des heures et des heures, des heures et des heures. Et à un moment, on ouvre un grand portail, ils entrent, on retire ses bandages et tout. On la met dans un grand trou, on va dire, avec plein de congélateurs. Elle reste là... Elle s'est dit que, parce qu'elle n'avait pas de surveillance, elle s'est dit que, mais est-ce que je vais rester ici là jusqu'à... On va me tuer sans que je n'essaye même de m'échapper. Donc les fenêtres étaient un peu en hauteur, elle essaie un peu... C'est pas de voir si elle peut escalader. En essayant donc, il y a une vitre qui tombe et ses gardes, les gens qui la surveillaient reviennent pour la battre. Ils se mettent à la battre. Un d'entre eux vient et lui demande pourquoi vous la battez? Vous battez quelqu'un qui va mourir dans quelques heures. C'est le patron qui a dit qu'il va se charger d'elle personnellement. Donc attendez, il arrive. Donc quand le camarade vient dire ça, il la laisse. Et c'est là qu'ils lui disent que tu crois que tu es maligne. On t'a beaucoup, avant de t'arrêter, on a beaucoup souffert. Depuis on te surveille, t'es va et viens là. Tu croyais que tu pouvais nous échapper. Ils sont encore en train de parler comme ça. On appelle, apparemment c'était le patron qui appelait pour dire que bon, il est là sur place, il sera là d'ici peu. Donc elle reste elle dit que elle a soif et elle a faim. On vient avec un bras de bébé et le sang dans un récipient. Elle refuse, on la frappe. On dit que tu sais même ce que tu refuses là, tu connais même si la nourriture des grands ici et tu refuses de manger, que tu comptes sur quoi. On la tire, on l'amène, il y avait plein de congélateurs. Et chaque congélateur là, dans chaque congélateur, il y avait une partie spécifique du corps humain
Il y avait les bras, les pieds, les têtes et tout. Et dans un autre congélateur, il y avait une petite fille, une petite fille de la maternelle, qui avait encore sa tenue sur elle. N'est-ce pas? Elle pourrait s'asseoir. Entre-temps, on lui a injecté des somnifères et tout. Elle a dit qu'elle elle a décidé de ne pas dormir. Donc, sa volonté, quoi. Elle reste jusqu'au matin. Le matin, elle suit un appel téléphonique. Apparemment, c'était le boss qui disait qu'il était là, qu'on vient de récupérer. Donc, tout le monde s'en va et elle reste avec un seul. Elle se met à chanter un psaume. Je crois que le psaume, c'était tu es mon berger au Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Elle va dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Bref, elle commence à chanter. C'est une musique chrétienne. Elle chante. Et quand elle chante, le gars lui demande. Quand elle finit de chanter, le gars lui demande de reprendre le son parce que vraiment ça l'a touchée. Elle reprend, elle chante. Et il lui dit que bon, la musique qu'elle a chantée, là, vraiment, ça l'a vraiment touchée. Et c'est pour ça qu'il va la sauver. Mais que si un jour elle marche et le croise en route, qu'elle fait même mine de le reconnaître, il va la tuer. Elle dit ok. Il lui demande que tu as ton téléphone sur toi. Elle dit oui. Il s'étonne que mais normalement quand quelqu'un entre ici là, on récupère tous ses effets. Mais bref, il dit que lève-toi, alors on part. Et elle essaie de s'élever. Avec tout ce qu'on lui avait injecté là, elle ne peut pas marcher. Il la porte, il la met dans la voiture. Arrivé dans la voiture, il prend le téléphone, il appelle sa famille. Il dit que bon, ne vous inquiétez plus. Je vais vous appeler pour dire où vous allez venir la chercher. Il coupe le téléphone, il bande ses yeux en disant que bon, on ne sait jamais. On peut faire comme ça là, je sais pas trop. Tu me trahis, on vient me chercher ici là. Donc, il bande ses yeux. Ils se mettent dans, ils prennent la route, ils roulent, ils ont roulé. Bon, il y a environ, bon, je sais plus trop combien de temps ils avaient roulé. Et quand ils arrivent à un niveau, il descend, il a fait descendre, il appelle sa famille que bon, elle est à tel endroit. Il a fait descendre, il enlève les bandages, il démarre, il part. Elle dit qu'elle était là, elle était épuisée, elle avait soif, elle était à côté d'une boutique ou d'un bar. C'était à Boumniébel. Bon, c'est qu'elle se renseigne quand on dit qu'elle est à Boumniébel. Les gens disent que oh, elle est folle et tout. Elle a dit que non, je ne suis pas folle, j'ai juste soif. On lui a donné un litre de d'eau, elle a fini là. Et elle est entrée dans le coma. Donc c'est qu'elle se réveille, qu'elle raconte à tout le monde que bon, ça s'est passé comme ça. Et quand elle se réveille, donc elle décide d'aller porter plainte. Elle va porter plainte. Arrivée à la police, on lui dit que maman, pardon. Pas avec, fuis même si tu peux, parce que l'affaire que tu es en train de nous raconter là, nous-mêmes on ne peut pas s'en sortir là-bas. Donc on lui a même conseillé plutôt de quitter la ville pour sa sécurité. Parce que vraiment c'était une cible. Si on a autant cherché à la prendre, ça veut dire vraiment que c'était une cible de choix. Donc la moralité de l'histoire, c'est de ne jamais cesser de prier, même à la dernière minute. Il ne faut jamais cesser de prier. Bon, c'était ça mon histoire et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonne soirée à toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Khadija. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. C'est ma première fois, je suis un peu stressée. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas moi qui l'ai vécue, on m'a pas expliqué, c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé. En fait, ça arrivait en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. C'est l'histoire de deux filles, deux amies en fait. Il y en a une des deux qui est une commerçante. Elle a l'habitude de vendre des trucs dans le marché tout ça. Et son autre amie, c'est une étudiante normale. Elle se débrouille. Donc une fois, quel nom on va leur donner? On va appeler la méchante Laetitia et la gentille Marie. Laetitia demande à Marie, je vais aller dans un village loin pour faire des sacrifices pour avoir plus de chance dans mon commerce. Est-ce que tu veux m'accompagner? Marie, elle voit pas d'inconvénient parce que c'est son amie depuis longtemps, ça lui dérange pas. Donc elle dit oui. Ensuite, elles vont. Là où elles sont allées, c'est vraiment, vraiment, vraiment loin. On parle des heures et des heures et des heures de voyage. C'est vraiment loin, c'est comme un campement, c'est très loin dans la forêt. En fait, quand tu y vas, tu n'es même pas capable de savoir où tu es tellement c'est loin. En arrivant là, elles sont arrivées après les heures
Elles sont arrivées là après les heures de route et ça avait l'air vraiment, vraiment bizarre pour elle. Mais vu qu'elle a accompagné son amie, c'était pas un problème pour elle, donc il n'y a pas de problème. Il fallait qu'elle reste là-bas pendant 3 jours. Le sacrifice devait se faire en 3 jours. Et quand je dis sacrifice, c'est pas de base, c'est pas un gros gros sacrifice, c'est des sacrifices dont, comme tuer un poulet ou un mouton. C'est la raison pour laquelle Marie a accepté d'accompagner son amie. Donc, la première journée quand ça arrivait, Marie a trouvé que le coin était vraiment bizarre. Les gens là-bas la dévisageaient. Il y avait une langue, la langue que les locaux parlaient, elle ne connaissait pas la langue en fait. C'était une langue qu'elle ne comprenait pas. Donc les gens parlaient, mais il y avait une dame âgée qui, une dame âgée qui n'arrêtait pas de fixer Marie, qui n'arrêtait pas de la regarder. Marie, c'est une bonne personne, c'est une fille quand même gentille. Donc, le temps qu'elle était là-bas, elle s'ennuyait, donc elle a commencé à aider les gens du village, essayer de faire des petits travaux dans le coin, le temps que les 3 jours s'écoulent et qu'elle et son amie Laetitia puissent revenir en ville. Maintenant, on est dans la vieille dame, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La dame était la seule qui parlait français dans le village, donc la dame lui a dit, « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle dit à Marie, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marie dit, ben, j'ai accompagné mon amie pour faire un sacrifice pour qu'elle puisse avoir de la chance dans je m'excuse, dans ses activités. En passant, je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens fassent des sacrifices, c'est juste pour expliquer l'histoire. Donc, elle dit à la vieille dame, je suis là juste pour accompagner mon amie pour faire ce sacrifice. Et la vieille dame lui dit, ce n'est pas ta place ici, là où tu es, tu n'es pas censé être ici, qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui réexplique la même chose. Et là, la dame lui dit, ici, tu n'es pas là pour accompagner ton ami pour faire un sacrifice, c'est toi le sacrifice. Et là, Marie a commencé à paniquer. Elle était comme, je savais pas que c'était ça. Elle commençait à paniquer. Et là, la vieille dame lui a dit, ici, là où tu es, si tu commences à paniquer et que tu essaies de t'enfuir, on va te retrouver. Tu es dans un coin mystique. Le village dans lequel tu es, si tu essaies de t'enfuir, tu vas tout le temps revenir là où tu es parti. Et si on t'attrape, c'est fini pour toi, tu seras morte. Donc, qu'est-ce que la vieille dame lui a dit? Elle lui a dit, le sacrifice qui doit avoir lieu, le pacte a déjà été scellé. Donc, quelqu'un doit mourir. Même si tu t'en vas, tu reviendras toujours et quelqu'un mourra. Donc, quelqu'un doit mourir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la 3e nuit, lorsque ce sera la fin du sacrifice, tu devras tuer ton ami. En l'occurrence, Laetitia. C'est son amie Laetitia. Donc, arrivée à la 3e nuit, son amie Laetitia est venue la réveiller pendant la nuit parce que le sacrifice devait avoir lieu la nuit. Son amie Laetitia est venue la chercher. Elle lui a dit c'est le moment d'y aller. Elle se lève donc. Bref, je continue mon histoire. Elle se lève. Elles vont vers le marabout. Le marabout commence à faire ses incantations et tout le reste. Et là, au moment où... Ah, ok, il est de retour. Je ne sais pas bien expliquer. Je reviens en arrière, je m'excuse. Parce que la vieille dame, lorsqu'elle lui a expliqué que c'était elle qui allait être le sacrifice, elle lui a dit, au cours du sacrifice, lorsque le monsieur aura fini les incantations, le sol s'ouvrira, il y aura une petite flaque d'eau. Il faudra qu'elle pousse son ami dans la flaque d'eau. J'ai oublié de vous parler de cette petite partie-là. Alors, le soir, on revient le soir, lorsque son ami l'a réveillé et que le marabout a fini ses incantations, il y a une minuscule flaque d'eau. Quand vous versez, mettons vous êtes en train de boire de l'eau et que vous versez votre verre d'eau, il y a un peu d'eau qui tombe à terre. C'est la grosseur de la flaque d'eau qui était à terre. Maintenant, lorsque le marabout a fini son incantation, Marie a poussé Laetitia et il y a une énorme main qui est sortie de la flaque d'eau. Quand je dis une énorme main, une main énorme, immense, pas une main d'un être humain, rien du tout. Et là, il y a une main qui sort de la terre et qui attrape Laetitia et qui retourne dans le sol.
Et là, Marie, elle a commencé à paniquer. Elle a demandé au marabout, elle lui dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de tuer quelqu'un. Et le marabout lui a dit, ah, mon don qu'on m'a donné là, ça fait des années et des années que c'est dans ma famille. Lorsque là, le pacte a déjà été scellé, tout est fini. Tu vas recevoir de l'argent, c'est fini. Puis là, elle lui a dit, mais moi, je veux pas ça, c'est de l'argent. J'ai tué quelqu'un, c'est pas de l'argent propre. Donc, le monsieur lui a dit, c'est fini, il va falloir que tu pries tout le reste de ta vie pour espérer que Dieu te pardonne. Mais c'est fini, tout est déjà scellé. Donc, à la fin, euh, Marie est retournée en ville. L'argent qu'elle a reçu de l'argent, tout le long de sa vie, elle a eu de l'argent, mais elle n'a jamais utilisé cet argent-là. Elle a distribué l'argent un peu partout, donné aux gens qui sont dans le besoin. Puis tout le long, c'est elle qui a expliqué l'histoire. Et quand elle explique, elle dit de faire attention à nos fréquentations parce qu'on ne sait jamais ce que les gens ils veulent de nous. Et c'est la fin de l'histoire. Merci beaucoup, Khadija. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô, bonsoir. Oui, je suis là. Oui, okay. J'allais raconter une histoire qui s'est passée dans la province de ma mère. Je suis congolaise de Kinshasa, RDC Louramakasi. Donc, voilà. Maintenant, il s'est passé, c'était l'ami à mon oncle, son pote vraiment. Son papa était féticheur. Bon, et il ne savait pas. Son papa était féticheur. Excusez-moi, j'ai un peu le trac, c'est la première fois. Son papa était féticheur, mais il ne savait pas. Mais il était en complicité avec l'oncle de l'enfant en question, de l'ami à mon oncle. Maintenant, l'ami à mon oncle est tombé, il a fait juste une fièvre. Il se sentait pas bien, il a fait une fièvre. Quand il a fait une fièvre, on l'a amené à l'hôpital, on a déclaré qu'il était mort. Tu sais, à l'époque, quand au village là-bas, on mettait en mousse, en matelas, et puis on couvrait une personne, on l'habillait, on le nettoyait, on l'enterrait. Donc il meurt aujourd'hui, on l'enterre le lendemain. Il n'y avait pas encore de morgue à l'époque. Et puis on a placé la personne, on a nettoyé et tout. Ses amis étaient là pendant la nuit, ils ont pleuré et tout. Arrivé maintenant le jour où on devait l'enterrer, ses amis ont dit non, jamais. Comment on peut enterrer notre ami comme ça? Chez nous on appelle ça... Non, on va enterrer notre ami cru comme ça. Chez nous on appelle ça moubessu. Et puis ils ont dit non, jamais on va pas l'enterrer. Ils ont commencé à faire des désordres, de menaces. Ils ont commencé à menacer maintenant le papa parce que c'est lui le responsable. Ils ont commencé à le menacer. Pourquoi tu veux enterrer ton fils? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous dire la vérité. Et puis directement, le papa a dit non, je suis en complicité avec son oncle. Ah, les jeunes, ils sont allés récupérer l'oncle. Ils ont commencé à le taper, les visages déjà déformés, tout ça allait de gauche à droite, les mamans, les pagnes à gauche. Donc, chacun était éparpillé. Et puis à un moment, maintenant le papa et l'oncle a dit non, attendez, je vais libérer. Il n'est pas encore mort. Son âme est encore dans l'arbre au milieu de la forêt. Il a dit quoi? L'arbre? Ok. Il a dit donnez-moi les poulets. Il a pris les poulets. Il a coupé la tête. Il a coupé la tête du poulet. Après là, il a jeté le sang tout autour de quoi? Là où le fils était mort. Ils ont jeté le sang. Maintenant, ils ont demandé à tout le monde de s'éparpiller. Après, ils ont fait les cérémonies, ils ont pris des choses, ils ont pris des trucs rouges, ils ont fait des cérémonies. Quand ils ont fait la cérémonie là, après ils ont dit à toutes les femmes qui étaient tout autour du cercueil qui pleuraient, essuyez vos larmes et quittez là-bas, laissez-lui seul. Et puis directement, ils ont vu la personne commencer à bouger, premier bras, jambes. Quand il s'est levé comme ça seulement, tout le monde, tout le monde a fui la maman, les amis. Même ses amis qui étaient allés taper le papa, ils ont fui. Ils ont laissé d'abord. Il était là maintenant, il était réveillé, mais il était comme zinzin. Tintin, sa tête ne fonctionnait plus, tu vois un peu. Et puis maintenant, comme sa tête ne fonctionnait plus, il était regardé les gens, il était figé. C'est comme si c'est quelqu'un qui... Donc comme il venait d'un autre monde, il ne savait pas il était où, qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, il a vu sa bouche, tu sais, à l'époque, on mettait les super blues, on a bandé super blues à la bouche et tout. Donc il était là, il regardait, il ne savait même pas comment dire. Maintenant, les papas, on a demandé au papa d'aller là-bas et l'oncle, ils ont enlevé les super blues là, ils ont commencé à les nettoyer, ils lui ont enlevé les gants. Tu sais, à l'époque,
À l'époque, nos morts, ils faisaient peur. Hein. On a enlevé les gars, les trucs là. Et puis après, ils ont dit, bon, d'accord, on va les donner à manger. On l'a donné à manger. Quand on l'a donné à manger, il a bien mangé d'abord un bon foufou. Après, et quelques jours, on l'a amené à l'hôpital parce que sa tête, hein, il ne revenait pas. Sa tête était ting, 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 ting. Ça bougeait un peu partout dans sa tête. Et puis après quelques temps, on l'a expliqué l'histoire. Finalement, ils devaient tuer quelqu'un dans leur famille. Donc maintenant, les papas, ils ont sacrifié quelqu'un d'autre pour qu'il soit en vie. Après, il est resté vivant jusqu'à aujourd'hui, mais sa vie, ça va seulement de gauche-droite. Bon, il se retrouve pas. En fait, c'est ça l'histoire. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'histoire, Astre de Lumière. Rien de rien. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir, Bella. Bonsoir DMG, ça va? Très bien, et toi? Ah, ça va, Dieu merci. Tout à l'heure, quand tu m'as fait monter, je n'ai pas su, hein. Franchement, je n'ai pas su. Le téléphone n'était même pas à côté de ton moi. nom ici là jusqu'à ma paix est venue. Je n'ai pas su. Oh là là. Oh, merci. C'est ma première fois de monter. Et je te suis depuis l'année passée. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais te raconter une petite. Celle qui s'est passée en 2021, avant le décès de ma fille. Je réside à Libreville, hein. Je suis nigériane. Et donc, quand j'étais avec mes parents au quartier qu'on appelle Fromager Siban, voilà, Fromager Siban, un après-midi, il y a une dame que je côtoyais beaucoup. Je côtoyais sa cellule de prière, on priait ensemble. C'était cool, tu vois. Donc cet après-midi, la dame là a décidé de me rendre visite chez mes parents. Tu me comprends? Ok, super. Donc cette dame-là a décidé de me rendre visite chez mes parents. On a passé l'après-midi ensemble, on a partagé la parole de Dieu. Elle m'a exhorté, après on a prié. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, tout lieu où la plante de tes pieds foulera, Dieu te donne cet endroit en possession. J'ai dit Amen. La dame est partie. La nuit tombée, au moment de dormir, j'ai cette voix-là qui me demande de prier. Mais je t'assure, le genre de fatigue que j'avais, je ne comprends pas. On aurait dit j'avais travaillé toute la journée dans un dépôt de boissons. J'ai soulevé des casiers de boissons fatigués, je ne comprends pas. Je veux prier. Le sommeil me prend. Je me relève, je dis, n'est-ce pas, je priais là. Après un moment, j'ai seulement dit, Seigneur, protège-nous. C'est tout. Mais je ne sais pas que j'ai eu le même... mon papa, qui dormait dans leur chambre, a eu le même pressentiment de prier. Et lui, il s'est réveillé et il s'est mis à prier cette nuit-là. On était, disons, déjà à 23h, minuit moins. Moi, je me suis endormie. DMG, 1h du matin, j'écoute les bruits, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, mon petit frère qui sort de leur chambre, qui crie, papa, viens, je sors en courant. Je dis, à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur là dehors qui veut rentrer dans la maison. Il veut quoi? Mon père sort, il veut ouvrir la porte. Je dis, n'ouvre pas. Il est minuit. Papa, il est minuit. Et quand on regarde l'heure, 1h du matin, DMG, je dis, papa, ne sors pas, le monsieur veut quoi? Donc, comme le monsieur parlait, il criait, mon petit, tu fais quoi? Donne-moi l'eau. Avec l'accent fin. Excusez-moi pour les fins, je vous aime trop. Avec l'accent fin. Mon petit, tu fais quoi? Donne-moi l'eau. Je veux l'eau. Après, je demande à mon petit frère mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur là, il est arrivé ici comment? C'est là où le petit lui fait comprendre qu'il a eu une envie pressante d'uriner. Donc, il est sorti pisser. Mais à un moment, il écoute cette voix dans le noir, comme l'arrière de la maison n'était pas éclairé. Voilà. Donc, il a écouté cette voix qui lui dit, mon petit, tu es seul là. Pardon, donne-nous de l'eau, on est gravement blessé. On est blessé, on a besoin de l'eau à boire. Donne-nous de l'eau. Donc, l'enfant, par le réflexe de pitié, il dit, veut rentrer, aller prendre une bouteille d'eau pour donner à la personne qui ne voit pas, mais il écoute juste la voix DMG. Après un moment, il arrive au couloir, il dit, ça c'est qui? Non, il revient en courant, il prend la porte, il fait que bam, il ferme. C'est comme ça qu'il crie, papa, viens, on sort. Mon père dit, non, je veux voir que cette personne, c'est un voleur. Je dis, ne sors pas, oh. C'est pas bon. Le monsieur tape à la porte, mais mon petit, je veux de l'eau, on est blessé, on est gravement blessé ici, je suis avec l'enfant, on est blessé.
Oh, quand on guette, on essaie un peu de guetter. Parce que comme c'était une maison en planche, tu vois, il y a des endroits où le contreplaqué n'arrivait pas. Donc, on essaie de guetter pour voir, mais ça, c'est qui? Chercher maintenant le numéro du bailleur. Tu as le numéro du bailleur, mais tu fais ça vite. Appeler les voisins que, oh, il y a quelqu'un dans la cour. Et ils parlent fond. Comme nous sommes dans une cour familiale, et ce sont des fonds, tu vois. La majorité, ce sont des fonds. Je suis d'autres ethnies gabonaises, là. Le temps que les autres se réveillent, le papa, c'est un monsieur, était nu, DMG. Et le derrière de notre maison, là, c'est une poubelle où il y a des tessons de bouteilles, des gazinières et tout. Tu écoutes seulement les pas. Trap, 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 trap. Il est allé de l'autre côté, la concession, chez les voisins là-bas. C'est là-bas où on l'a arrêté. Oh, vampireux, 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 le sorcier. Entouré maintenant. Je ne sais pas, c'est passé sur Facebook, hein. En 2021, juillet. On l'a arrêté. Il dit non, non, ne faites pas ça, non. Donc les femmes qui sont là-bas ont commencé à lui poser des questions. Fan, tu cherches quoi, sorcier? Tu cherches quoi? C'est comme ça que le monsieur explique qu'ils sont allés à une virée nocturne, sortie de sorciers, tu vois. Ils ont voyagé, ils sont allés, je ne sais pas dans quel pays d'Europe, j'ai oublié. Donc ils sont allés, c'était pour nuire à la vie d'un jeune homme. Mais à leur retour, ils ont eu une dispute dans l'avion. Et beaucoup, ils se sont battus, d'autres sont tombés, comme il y a une forêt à côté, voilà, d'autres sont tombés dans la forêt là-bas. Lui, il est venu tomber dans une autre maison avec un garçon que nous, on ne voit pas, un enfant. Qu'ils sont gravement blessés. Là où il est là, il est blessé. C'est comme ça qu'on lui demande que, mais tu restes où? Toi, tu restes d'abord où? Il dit, lui reste au quartier, derrière la prison. Les Gabonais savent. Derrière la prison, tu fais comment pour te retrouver au fromager? Une taille aussi bon. Il parlait seulement fort. Il dit, les voilà, ils vont me tuer. Papa, tu vois les hiboux, comme la forêt à côté, là, hiboux, qui volent, qui survolent, rien que là où les gens sont entourés. Les autres, tu entends les autres, le sang de Jésus, tu entends les autres qui crient. Le monsieur dit, je suis fini, je suis fini. Tu vois les gros rats qui passent, il dit, les voici, les voici. J'ai déjà parlé, pour moi, c'est fini, j'ai parlé, je suis foutu. Ah! Les autres ont commencé, l'eau bénite, l'eau avec le sel. Tu sais ce qu'il dit? Parce que cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Il dit, le salé là, c'est quoi? Tu me donnes l'eau et le sel là. Je prends ça, je mange la mangue avec. Tu sais qu'au Gabon, on mange des mangues vertes avec le sel, le cube. Je mange, ne ris pas, papa. Je mange la mangue avec. C'est ça là, la prière. Vous êtes faible. Je suis fini, oh, je suis fini. C'est comme ça qu'il criait. Bon, la suite, on ne sait pas. Ce qu'il en est devenu de ce monsieur, s'il est vivant ou s'il est mort, sincèrement, on ne connaît pas. Mais ça m'a appris une chose, tu vois, cette dame-là, elle était vraiment ce qu'on appelle en connexion avec Dieu. Et moi, en ce temps-là, vu ce par quoi je passais, je cherchais tout pour me rapprocher de Dieu. Vous voyez? Et cette phrase-là, tout lieu où la plante de ton pied foulera, Dieu te le donne en possession. Et cette nuit-là, la voix qui me demandait de prier, mais je t'assure, la fatigue qui m'a pris ce jour-là, je ne peux pas comprendre. Je peux pas expliquer en fait. Je n'oublie pas. Mais mon père, il a prié cette nuit. Il a dit la chose, il a dit non, il faut prier. Il a décidé de prier pour la maison. Et tu vois, Dieu a veillé sur nous. J'ai beaucoup d'autres histoires, mon frère. J'ai beaucoup d'autres histoires. Ta sœur nigériane à Libreville a vécu beaucoup de trucs. Un jour, j'aurai le temps de raconter comment j'ai vu ma fille partir. C'est-à-dire que j'ai vu mon seul bébé partir. Les rêves, les attaques. Et après, la même année, je crois, en novembre 2021, j'ai perdu la petite là. Un jour, j'aurai le temps de raconter. Et d'autres histoires encore qui sont passées au Nigeria là-bas. Tu vas rire. Merci, bonne soirée à vous. Ok, fais-moi descendre. Bye bye. Bye bye. Comme ce qui s'est passé à Bolova, ça fait même pas encore un mois. La fille qui atterrit sans caleçon. C'est comme si les gars voyagent sans caleçon, mais les habits, ça les dérange dans le voyage, je sais comment. Non. Habillez même, quand vous voulez voyager dans la nuit, là, habillez-vous quand même. Habillez-vous quand même. N'allez pas gâter nos enfants avec les sans caleçons. C'est donc seulement vous êtes sorciers, vous êtes pervers. C'est quoi? C'est pas. Allô? Scorpion, hein. Voilà, Scorpion. Comment je vais savoir si c'est une femme ou c'est un homme? Non, c'est un homme.
Ah, Bonsoir DMG, comment allez-vous? très bien, et toi? Ça va super, merci. Ben, bah, excusez pour le track, hein. C'est pour la première fois que je raconte une histoire sur l'autre là, en direct sur ta page. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un ami. Déjà avant de le raconter, je l'ai demandé d'abord sa permission parce que c'est un truc vraiment bon, je peux dire c'est un truc vraiment dur à l'autre la expliquer. Ça se passe en 2019. Le frangin était venu passer un mois chez nous à la maison. Après les un mois, on s'est perdu de vue. Il s'est il s'est retrouvé, je pense, de l'autre côté de Brazzaville. Je tiens à préciser, je suis congolais de Brazzaville. Donc il se retrouve de l'autre côté de Brazzaville. Quelque temps après, on s'est vraiment perdu de vue. Je crois 2 à 3 mois après, on se retrouve dans la ville. Je lui ai dit, mais pourquoi t'es plus, tu faisais plus signe de vie et tout? Il me dit, ah non, j'avais un truc à faire à Brazzaville. Et puis en même temps, il y avait ma grande sœur qui lançait l'ouverture de sa cave. Donc fallait qu'on distribue les boissons et tout. Dans la foulée, vers 19 h, on était en train de travailler. Mon grand frère vient me voir, me dit que non, il y a ton pote qui ne se sent pas bien. Quand je m'approche du frangin, je lui demande, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, je me sens pas trop bien, j'ai hyper mal au ventre. Donc si et là, sur moi je n'ai rien. Donc si tu as quelque chose sur toi, mets-moi dans un taxi, je dois rentrer à la maison. Donc j'arrête un taxi, je le mets dans le taxi, j'explique, je donne son adresse chez le taximan et je lui dis, dès que tu es à la maison, tu me fais signe. Le taximan part avec lui. Quand il est arrivé à la maison, il n'a jamais fait signe et ça s'est passé, je pense, 9 mois après. Donc depuis que je l'avais mis dans le taxi, il faisait plus signe de vie. Donc personne entre nous, les potes dans la ville, personne n'avait encore de ces nouvelles. Et je me rappelle, c'est pendant le confinement. C'est pendant le confinement qu'il m'appelle. Je me dis, mais mon gars, ça fait près de une année et demie, si je me trompe pas, que tu ne fais plus signe de vue. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, gars, c'est une longue histoire. Donc avant de te raconter ça, il faudra qu'on soit en face. Je dis, ok, d'accord. Donc arrive à la maison, il s'est débrouillé à arriver chez moi à la maison. C'est là qu'il me raconte ce qui s'est passé quand je l'ai mis dans le taxi. Donc, le truc, c'est quoi? Quand il était allé à Brazzaville, c'était pour aller passer un concours. Il y a une boîte dans la ville dont je vais taire le nom, qui avait lancé un concours pour employer des jeunes maintenant. À Pointe-Noire, il y avait 3 qui devaient aller passer le concours à Brazza. Donc ils ont d'abord passé le concours ici. Il y a eu déjà des gars qu'on a éliminés. Et il y a eu 3 personnes qu'on a retenues. Et ils faisaient partie des 3. Du coup, ils se retrouvent à Brazzaville. Donc quand ils arrivent là-bas, ils passent des formations et tout. Maintenant, il restait juste à faire s'ils avaient satisfait au truc. Donc, il restait à signer le contrat dans la boîte. Maintenant, au moment de signer le contrat, ils ont passé quelque chose de 2 mois dans la boîte. On leur donnait pas de tâches, ils signaient pas le contrat, ils travaillaient, donc ils déambulaient juste dans l'autre, dans la boîte. Maintenant, ils se rapprochent du directeur des ressources humaines de la boîte. Le gars, lui, il pose des questions un peu bizarres et tout. Bon, lui, il trouvait pas ça bizarre. Le gars lui dit, il pose la question, tu pries où et tout, comme machin et tout. Le gars lui dit, non, moi, je suis catholique et tout. Bon, le gars lui dit, bon, d'accord, c'est simple. Pour l'autre là, pour que tu intègres, pour que tu signes ton contrat, tu dois d'abord être baptisé par un autre pasteur. Donc, le directeur de la société et en même temps pasteur.
Le monsieur lui fait comprendre que non, tout le monde ici, là, que tu vois dans nos locaux ici, là, on prie chez notre directeur qui est pasteur et tout. Donc, pour travailler ici, il faudrait que tu te fasses baptiser. Maintenant, le gars dit, ok, bon, d'accord, mais je dois d'abord contacter mon père pour que je le laisse faire. Parce que moi, je suis baptisé déjà chez les catholiques. Le monsieur lui dit, oh, d'accord, ça dérange pas, tu peux contacter ton père, demain, tu reviens et tout. On pourra voir, tu me donnes ta réponse. Maintenant, parmi les trois qui avaient quitté Pointe-Noire pour Brazzaville, entre les trois, il y a un qui avait qui avait arrêté de venir au boulot. Donc du coup, il restait que deux. Maintenant, parmi les deux, ils se connaissaient avec le deuxième vu qu'ils étaient dans le même quartier. Bon, ils n'étaient pas tellement trop potes, ils se connaissaient de face, ils se saluaient juste. Donc du coup, les deux se retrouvent à Brazzaville. Maintenant, l'autre, le troisième, lui, il était reparti à Pointe-Noire. Lui, il n'a pas voulu signer le contrat, il est reparti à Pointe-Noire. Donc les deux restent là. Le gars appelle son père et tout, il explique à son père. Son père dit, bon, vu que tu es en train de chercher du boulot, ben personnellement, pour moi, ça me dérange pas que si tu veux intégrer l'église là et tout dépend que de toi. Le pote aussi dit, bon, vu que c'est un peu chaud pour le boulot, j'ai trouvé un bon boulot qui va me permettre à l'autre là et tout. Donc, j'accepte. Il va voir le monsieur, il dit chez le monsieur, j'accepte de l'autre là de signer le contrat. Le monsieur lui dit, ok d'accord, mais avant de signer le contrat, faudra d'abord que tu te fasses baptiser. Il dit, ok d'accord. Le monsieur lui fait comprendre que tu dois d'abord passer par les cours bibliques et tout, tralala et tout. Donc du coup, le gars aussi, avec l'autre pote de Pointe-Noire, il commence les cours bibliques, les cours et tout. Bon, Brazza, je connais pas trop les quartiers, mais c'était non loin des locaux de la société. Donc il partait souvent là-bas et prendre des cours bibliques et tout. Maintenant, pendant je pense que c'était 2 semaines de cours bibliques. Maintenant, durant les 2 semaines, le pote, il était motivé. Il était motivé à poser des questions, il voulait l'autre et tout. Donc du coup, ça passait bien. Maintenant, le deuxième gars qui revenait de Brazza et de Pointe-Noire avec lui, pendant un moment, avant d'arriver au dernier jour de la semaine, la deuxième semaine, lui aussi, il a arrêté de venir au cours public. Automatiquement, il se retrouve tout seul avec d'autres personnes de Brazza. Bon, lui, ça n'a pas attiré son attention, mais lui, il continue son truc. Maintenant, c'est le jour où on lui présente le contrat. Quand il arrive, c'est là que le monsieur lui dit carrément que non. Non, pas avant de signer le contrat. On lui fait d'abord une visite carrément dans l'enceinte de l'église. Mais il me dit, on est rentré dans une porte. Je ne sais pas si c'était un monde parallèle, mais si on me disait, avant de rentrer là-bas, si on me disait que non, dans ce local-là, il y a tel truc à l'intérieur, telle porte, j'allais pas croire. Ils sont rentrés dans les portes bizarres, ils se retrouvent comment est-ce que je peux appeler ça, carrément dans les loges maçonniques, avec les décos et des pentacles, les pentagrammes, je sais pas comment on appelle, des trucs maçonniques quoi. Et quand il arrive, d'après sa description, quand il arrive, il y avait un endroit là, il y a le livre et tous les noms des membres du club qui sont inscrits dessus. Et le gars, on leur a fait la visite guidée des lieux. Ici, c'est pour tel truc, celle-là, c'est pour tel truc. Maintenant, quand il arrive, on leur présente sur la liste, il reconnaît les noms des grosses têtes du pays. Il reconnaît les noms des pas mal des gens des grosses têtes du pays. Donc, maintenant, lui, il ne savait pas que non, c'était ça. C'était ça donc le monsieur lui parlait, qui s'était intégré les loges. Or, les autres, eux, ils savaient déjà. Maintenant, quand ils finissent le truc, ils ressortent le lendemain, quand il arrive, il était froid, maintenant, il était plus motivé comme avant. Leur formateur lui pose la question, mais qu'est-ce que mais je te trouve plus motivé comme avant et tout. C'est là qu'il avoue chez le monsieur
que je ne savais pas que c'était la franc-maçonnerie. Aussi, si on m'avait dit que c'était ça dès le début, je ne devais pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Le monsieur lui dit, mais comment ça? Mais le DRH, t'as pas parlé de ça? Il m'a dit, non, non. Le gars dit, non, non, il m'a jamais parlé de ça. Donc là, je ne sais pas comment ce que je vais faire. Bon, le monsieur lui dit, bon, d'accord, je vais essayer de voir ton cas. Donc, reste tranquille, reste dans ta position, je vais essayer de voir. Qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, déjà, le niveau que tu es arrivé là, tu es rentré carrément dans notre sanctuaire et puis ça va être un peu chaud. Donc, je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Le pote est resté là et tout. Parce que durant les 2 semaines là, il vivait juste dans l'église. Du coup, une nuit, le monsieur, vers minuit, le formateur arrive avec la voiture. Il gare la voiture, il rentre en marche en arrière. Il vient carrément vers la porte. Il a pris un angle pour empêcher que les caméras de sécurité filment l'autre là, le coffre du véhicule. Il vient, il réveille mon pote. Il lui demande de rentrer dans le coffre. Le pote rentre dans le coffre. Il sort avec le pote. Il va lui déposer au centre-ville. Il dit chez le pote, tu dois sortir hors de Brazzaville. Je sais pas comment ce que tu vas faire, mais ce soir, tu sors hors de Brazzaville. Tu dois pas passer la nuit dans Brazzaville. Je sais pas comment ce que tu vas faire, mais tu sors de Brazza. Donc le pote il appelle son père, la nuit là, il appelle son père. Il explique chez son papa et tout. Son papa lui dit, bon, essaie de trouver un endroit où est-ce que tu peux passer la nuit, comme ça le lendemain matin, je prends l'autre là, je prends la voiture, je fais la route pour que j'arrive sur Brazza. On va voir comment on va gérer ça. Donc, le pote, vu qu'à Brazza, il avait de la famille là-bas. Donc lui, au lieu de déambuler dans la ville la nuit là, il se dit, bon, j'arrive quand même à la maison. Le temps de marcher jusqu'à chez lui à la maison, ben, c'était un peu éloigné du centre-ville à l'âge que sa famille vivait. Quand il arrive, il rentre dans la ruelle, il aperçoit que devant la parcelle, il y a des véhicules qui sont garés. Donc, il a eu l'intuition de ne pas arriver carrément à la maison. Il s'est tenu un peu éloigné de la maison pour voir qu'est-ce qui se passait. Il voit des gens sortir des voitures, rentrer dans leur parcelle. Il voit les gens disputer et puis papa, c'est passé vite fait, ils sont partis. Maintenant lui, il a eu peur d'arriver encore à la maison. Automatiquement, il appelle un ami à lui qui était à Brazza. Il explique chez son ami. Son ami lui demande d'arriver chez lui. Il arrive chez son ami, il attend son père. Je crois 2 jours après, son père est venu. Donc, je sais pas comment ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même réussi à revenir sur Pointe-Noire. Quand ils arrivent sur Pointe-Noire, une semaine après, le pote se dit, bon, c'est passé, je suis plus dans Brazza, donc l'histoire est finie. Il se recroise maintenant avec le pote avec qui il passait la formation au niveau de l'église. Le pote lui dit, ah mais toi, pendant un moment, je te voyais plus. Attends, je t'explique ce qui s'est passé. Regarde, le truc, c'était pas l'autre là, c'était pas vraiment l'église en tant que telle, mais c'était des trucs, des loges et tout. C'est là ce que le gars là lui dit, mais moi je l'avais compris, voilà pourquoi j'avais fui. Or, si tu avais fait attention, le formateur avait une bague là, parce qu'il y avait le logo de la franc-maçonnerie. C'est quand j'ai vu ça, je suis parti. Le gars dit, mais il fallait au moins me faire signe. Le gars dit, oh non, bah t'inquiète, tu es plus là-bas, c'est passé, ok. 2 jours après, en rentrant, il traîne un peu dans la ville, en rentrant chez lui à la maison, il entend les gens pleurer. Il arrive les gens pleuraient chez le pote avec qui ils étaient à Brazza. Quand il arrive dans la parcelle, il voit les gens, il y avait la famille et tout, le père, la mère et les sœurs du pote là en train de pleurer. Il se rend compte que non, le pote là est mort. Celui qui était avec lui à Brazza. Comment est-ce qu'il est mort? Il était assis à la véranda. On est venu le trouver avec un liquide noir qui sortait des yeux, des oreilles et la bouche. Donc, lui, bon, il n'a pas fait le lien avec ce qui s'était passé à Brazza.
Il s'est dit, bon, c'est peut-être la famille qui a bouffé le gars et tout. C'est passé comme ça. Le jour de l'enterrement du pote, là. Le jour de l'enterrement du pote, il vient, ils seront à la veillée, vu que c'était l'autre à l'enterrement, ils seront à la veillée. Or, les gens, les agents de là, ce qu'ils étaient à Brazza, ils étaient à la veillée, l'autre là, carrément, ils étaient arrivés jusqu'à la veillée, c'est lui qu'on cherchait. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, 2 jours après l'enterrement, c'est le jour où est-ce qu'il venait, comment ça s'appelle, il était venu, je sais pas si vous vous rappelez, au début je vous ai expliqué que je l'avais mis dans le taxi. Donc c'était après le Brazza, quand il est venu, c'est là que je l'ai mis dans le taxi, c'était 2 jours après l'enterrement de son pote là. Or, quand je l'ai mis dans le taxi, arrivé chez lui à la maison, le même liquide qui sortait des orifices de celui qui était mort commençait aussi à sortir de sa bouche. Il commençait à vomir du liquide noir, ça sortait par les narines et tout. Quand il arrive chez lui à la maison, son père a eu l'idée de ne pas le ramener à l'hôpital. Il l'a ramené chez un guide, bon, le guide spirituel de son père. C'est un endroit qui est un peu éloigné de la ville. Donc, son père l'a ramené là-bas. Arrivé là-bas, le guide spirituel essaie de faire des rites et tout. Il a dit, ah, ça, c'est pas mon niveau. Donc, faudra que je vois mon guide spirituel, l'autre là, mon père spirituel à moi. Donc, le monsieur contacte son père spirituel à lui. Le monsieur arrive sur place. Toute la nuit, là, ils essaient de faire les incantations et des pratiques et tout. Donc, en faisant cela, son corps, lui, il était tombé raide mort. Il n'était plus conscient. Donc, pendant tous ces trucs-là, lui, son corps commençait à léviter. Son corps commençait à léviter. Donc, le monsieur, il s'est battu, ils sont battus là-bas pour l'autre, là, pour empêcher que le gars meure. Maintenant, le guide spirituel de l'autre mec, là, il dit, ça, c'est trop, le combat est trop rude. Nous, moi, pour éviter que le gars meure, je dois sceller un pacte entre vos ancêtres, donc les ancêtres de mon pote là. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'il devait faire? Le monsieur devrait aller au village natal du papa de mon pote là, aller faire des rituels pour rentrer en contact avec ses ancêtres, lui pour le faire rentrer. Donc c'est comme s'il doit créer une alliance pour lui mettre dans, bon, je sais pas chez vous comment on appelle ça, mais il y a un truc, il y a une fétiche ici, on appelle ça le nzobi. Donc pour le protéger lui, il fallait que le monsieur lui fasse rentrer dans sa famille à lui. Donc pour le faire, il faudrait que les deux l'autre là qui rentrent en contact avec les ancêtres du pote. Donc c'est ce qui était fait. Le gars, le monsieur est allé là-bas, il a fait ses rites. Arrivé maintenant, il est revenu à Pointe-Noire. Fallait débuter les traitements sur le corps du pote. On l'a enterré pendant 4 jours. On l'a enterré, on a creusé l'autre un caveau, on l'a mis dans le trou, on l'a enterré pendant 4. Il a passé 4 jours sous la terre. Après le 4e jour, on l'a sorti de la terre, on l'a mis dans un tonneau rempli de l'huile de palme. On l'a bouilli dans un tonneau de l'huile de palme, pas mal de Tu peux faire un petit résumé s'il te plaît, ça serait un peu long là. Bon oui, ok, d'accord. Bon, quand le monsieur a fini des rites et tout, bon, il a dit chez le pote, bon là, ça va quand même. Mais pendant les rites là, il y a eu des gars du loge qui sont venus apparaître, l'autre là, qui ont apparu mystiquement dans la concession du monsieur. Il y a eu des affrontements entre les gars du loge et le monsieur là. Et le monsieur a réussi à tuer 2 gars du loge. Après, bon, quand il a fini avec ces trucs là, c'est là ce que je crois 2 mois après, non, je pense 6 mois après, c'est là ce qu'il revient, il revient dans la ville. On l'avait interdit d'avoir un numéro de téléphone.
Donc, il a passé près d'une année sans avoir de téléphone. Voilà pourquoi on n'était plus en contact avec lui. Donc, mais le gars, quand il utilisait un numéro de téléphone, il utilise 2 ou 3 fois, il doit changer de numéro. 2 ou 3 fois, il devait changer de numéro. Donc, c'était un peu chaud pour lui, mais Dieu a fait grâce. Là, ça va quand même. Donc, c'était un peu ça. Bon, désolé si c'était long, hein. Oui, on a assez remarqué qu'il y avait beaucoup de stress aussi dans ça. Ah bah ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Bon, bonne soirée à vous. Et à toi. Merci. Allô, DMG. Bonsoir, chef. Allô. Oui. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Très bien. Il est trop attendu, hein? Eh oui, j'ai vu. Ah, Excuse. Ok. J'ai une petite histoire à vous raconter. Bon, je pense que je vais l'intituler La patience et aussi ne pas négliger les personnes souvent qu'on a l'habitude de négliger au fait. Il y a un jeune qui était venu vers moi parce qu'il avait trop de problèmes dans sa vie. Sur quoi il avait fait souvent ceux qui vendent ou qui travaillent avec les travaux familiales en fait, qui travaillent en famille avec papa a les moyens, etc. Donc, il travaille avec son vieux. Arrivé un moment, il a jugé que, il sait que nous, dans notre génération, on est trop pressés. Il a jugé que c'était temps pour lui maintenant de voler de ses propres ailes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a détourné l'argent de son papa pour aller, parce que son papa était dans les domaines des champs et il maîtrisait. Donc, pour aller payer un terrain pour pouvoir travailler là-dessus pour lui-même, pour être indépendant, quoi. En oubliant que il était comme l'espoir de son papa. Mais bon, il ne savait pas. Donc, le fait d'être trop pressé, il a commis cet acte et arrivé un moment, le papa a su, personne ne lui a dit. En fait, mais le papa est venu lui dire un jour que c'est ce que tu as fait, mais comme tu ne me l'as pas dit avant de le faire, tu vas regretter de toute ta vie. Donc, il est resté dans ça. Et un coup, il était dans un pays voisin. Un coup, il s'est levé. Il dit, un jour, lui s'est levé comme ça, sans dire à quelqu'un. C'est l'habit qui était sur lui. C'est ça, il a pris et il est venu en Côte d'Ivoire. Pour même qu'arriver vers Ouangolo, même le reste des transports, il n'avait pas. Il était obligé de passer par les trucs de camion, là, négocier jusqu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé aussi, rien ne marchait autour de lui. Donc un jour, il a eu à m'appeler et on a parlé. Quand j'ai fouillé dans sa vie, je suis allé trouver que, et j'aimerais dire ceci à tout le monde, toute chose que tu as assis un coup que tu as envie de faire quelque chose, précipitamment ne le fais pas. Par exemple, tu es assis comme ça, tu es en Europe ou tu es où, un coup ça rentre dans ta tête, je dois voyager. Trouve un moyen de ne pas le faire. Il faut te confier aux gens, il y en a qui vont essayer de t'empêcher. Sinon, si tu vas, il y a de fortes chances que tu ne reviens plus. Parce que souvent, on met sacrifice sur certaines personnes pour les faire voyager et ils vont aller mourir là-bas sans retour. C'était son cas. Ça était le premier point. En fouillant, moi je suis allé trouver, c'est ça, je lui ai posé la question. Il dit, mais est-ce que ton géniteur vit? Il dit oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème entre vous? Il dit, bon, lui, il ne voit pas. Que le problème qui était là, ça a été réglé. Moi, je lui ai demandé c'était quoi. Et il a expliqué les problèmes en question. Que lui, il avait délégué les imams, les pasteurs, les vieux du quartier, les chefs pour aller lui demander pardon. Parce qu'il refusait de le pardonner. Certes, le vieux avait dit oui, j'étais pardonné, mais au fond, ce n'était pas le cas. Donc, c'était lui qui avait fait quitter son pays, son héritier. C'est lui qui l'a fait quitter pour lui donner leçon
pour venir à l'aventure. Et maintenant, tout ce qu'il fait, le vieux vient gâter ça et il se retourne. Et à vérifier, il était quelqu'un de très, 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 très puissant. Dans leur monde, il était comme l'adjoint du chef là-bas. Ça veut dire il avait la main sur tout. Tout ce que tu fais, il voit. Tout ce que tu dis, quel qu'il en soit, il peut aller n'importe où, n'importe comment. Donc, généralement, ce sont les gens qui sont très, très, très difficiles à combattre. Donc, quand on a su ça, comme on dit toujours, une fois que tu connais ton maladie, c'est très, très facile de chercher son médicament. Moi, à mon niveau, je sais que telle personne qui est là, je ne peux pas l'affronter directement. Parce qu'à partir du moment que lui et puis moi-même, on est en train de parler, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a à faire, il entend. Donc, il n'y a pas de solution. Et d'ici ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il devait rassembler quelques trucs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous voyez pourquoi j'ai dit au début de ne pas négliger une personne. Vous voyez, un enfant de 0 à 5 ans, DMG, si tu as marché sur ses pieds, demande, c'est-à-dire, viens en arrière, il faut te mettre à son niveau et lui demander pardon pour passer. La relation de tout un chacun avec Dieu est différente. Il peut ne pas être mystique. Donc, quand on a fait, donc moi j'étais obligé de dire, je serais obligé d'installer une voile d'abord pour ne pas que le vieux arrive à interférer dans mon travail. Quand je lui ai dit ça, on a commencé le travail et quand le moment que la voile va se lever, on était déjà 7e jour, donc ça avait déjà commencé à prendre. C'est là maintenant, il faut que les gens comprennent que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un multiple monde. Pourquoi souvent on dit qu'il y a les morts qui ne sont pas morts? Et c'est une réalité. Il y en a qui se métamorphosent en fait. Il meurt ici, lui-même il décide de mourir pour aller être chef à quelque part pour pouvoir guider les gens. D'autres même c'est dans ça, il va arriver à faire que tous ses descendants réussissent. C'est pourquoi souvent tu peux être en train de dormir, ton corps sort pour aller te promener, tu vas rêver que tu as vu ça, ouais, ton grand-père t'a dit ça. Souvent c'est prémonitoire et c'est pas un rêve, c'est la réalité. Parce qu'il n'est pas mort. Il a seulement changé du monde. Donc, quand on a fait, maintenant, le truc était maintenant d'aller négocier avec le vieux. Le conseil que moi j'ai reçu pendant mes 7 jours de travail. Comme lui-même il était là, maintenant le vieux n'est pas ici. Même s'il vient et se retourner, c'était des moments, c'est pas comme il venait physiquement. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il ne va pas te comprendre. Donc moi, quand on a dit sur la voie, c'est le conseil qu'on m'a donné, c'était ça. Donc, le voyage que moi j'avais fait, je ne me suis pas réveillé comme ça pour partir. Tout ça, ça se passe dans les rêves. Souvent, quand tu attends quelqu'un sort de son corps, d'autres sortent consciemment. Mais chacun de nous sort de son corps. Il faut savoir, quand tu es couché et que tu rêves, il faut savoir que c'est ton esprit, d'autres disent esprit, d'autres disent ange gardien, d'autres disent ton homme, c'est lui qui allait se promener. S'ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché à quelque part, tout ce qu'ils vont lui faire, toi aussi tu vas tomber malade, tu auras ces mêmes problèmes en fait. Donc, qu'est-ce que le vieux va dire? Et on allait, quand moi je suis allé trouver le vieux, c'était quelqu'un vraiment quelqu'un devant qui tout le monde vient s'agenouiller pour prendre bénédiction. C'est ça, moi je dis, mais comment ton fils peut être dans les problèmes comme ça? Et il a demandé pardon, que le pardon, vous n'avez pas accepté. Il dit non, il a demandé pardon, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous savez, souvent quand vous entendez faire sacrifice, ce sont des actes que tu poses. Ça peut affaiblir la protection de quelqu'un ou même rendre fort la protection de quelqu'un. Une fois que la protection d'une personne est faible, c'est comme la dame, il y a une dame qui était en train de dire tout à l'heure là, qu'elle est rentrée, elle se sentait fatiguée. C'est en ce moment-là, si elle n'avait pas prié ou que la voix qui lui avait parlé, s'était pas rappelée, si elle avait dormi comme ça, elle allait avoir problème. Une fois que ta protection, la personne a prié, que la protection devient faible, soumet même peut te prendre quelques fractions de secondes et le travail marche.
Donc, c'est ces chances-là, nous, on a eu. C'est ça, le vieux a été affaibli. Il dit, ce qu'on va faire, il dit, tu vas lui dire, vous allez vous rendre à Djamé. Il y a une commune à Abidjan, ici, on appelle à Djamé pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire. Et il a dit le nom d'un mosquée que je ne vais pas citer ici. Quand tu vas arriver, tu vas voir, il y a un monsieur parmi les mendiants à ce jour-là, tu vas aller les trouver là où il est assis. Parce que d'autres, là, quand ils rêvent, là, c'est comme il est assis devant télé. Il regarde tout ce qu'il voit, il se réveille avec les paroles ainsi que les actions se suivent. Donc, le voilà qui est assis. Quand il va arriver, c'est un fou, c'est un mendiant. Donc, vous devez payer un chef d'abord. Vous allez donner ça à quelqu'un, faire un truc de saraka de cette personne et vous allez partir vers ce vieux-là avec quelques pagnes, mètres de pagnes blancs que je ne vais pas donner les nombres ici et une somme de temps avec quelques trucs. Vous allez lui donner quand il va accepter et quand il va venir me remettre, on verra ce qu'on peut faire au fait. Excusez-moi, ma veut partir. Donc on verra ce qu'on peut faire. Et quand je suis venu lui dire, une semaine après, on a eu à faire ceci. Malgré ça, les rancunes, et quand le jour je suis allé donner, je suis allé trouver, c'est comme bizarrement le moment où j'arrive, tous les autres mendiants là, s'étaient levés pour aller prendre ablution, pour aller prier. Et il m'a dit, si lui il a déjà pris, même si le vieux n'accepte pas, nous on a le droit maintenant de faire ce qu'on peut. C'est comme déjà, le truc va être rompu. Donc on est allé, j'ai remis comme ça et je suis revenu. Donc, la veille, dans mon sommeil, j'entends le vieux en train de dire à l'autre là, il ne devait pas prendre. Lui, il a bien dit, parce que ce que l'enfant a fait, c'est un manque de respect. Lui, il veut lui donner une bonne leçon. C'est lui son sang, c'est quoi? C'est ça, l'autre aussi, elle lui a dit, si tu voulais vraiment qu'on ne prenne pas, fallait pas l'envoyer chez moi. Et puis, toi, de toute façon, ta puissance, c'est comment l'enfant là a pu arriver jusqu'à ici. En tout cas, nous, on a déjà pris. Vous allez régler ça entre vous. Et à partir de cet instant, on a fait un truc et on a essayé de dire au gars de rappeler son papa. Et il a rappelé les yeux au pays. Il a essayé de lui parler. Bon, papa, vraiment, je suis à Abidjan ici, vraiment, ça ne va pas. Tout ce que je commence, ça ne va pas. Et c'est pas pourquoi. Si tu peux me pardonner pour ce que j'ai fait. Bon, moi, je voulais vraiment avancer vite. Je ne savais pas que tout ce que tu faisais là, c'était à cause de moi. C'était déjà les idées déjà que moi, on m'avait dit de lui dire pour qu'il puisse parler à son Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que j'ai été trop pressé. Je m'excuse. C'est maintenant je vois que c'est pas facile et que tout ce que tu fais, c'est pour notre avenir. Donc, le vieux dit, en tout cas, lui, il a déjà parlé. Et lui, il va y réfléchir. Bon, à partir de cet instant, une fois que le lien qui était là, qui a été brisé, son pouvoir n'est plus tout. Donc, il est obligé, même s'il n'a pas dit oui ou non, on est dedans. Grâce à Dieu aujourd'hui, les gars, il n'a plus de problème. Et quelqu'un, vous savez que souvent les malheurs arrivent quand tu vas chez quelqu'un pour aller le saluer. Il va te donner un verre d'eau, tu finis de boire, tu vas Bola, est-ce que tu peux faire un résumé, s'il te plaît? D'accord. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, souvent, il ne faut pas négliger les personnes qu'on voit, que ce soit un mendiant, fou, quoi, c'est pas bon. Et surtout, nous les jeunes, soyons patients. Souvent, tu es dans certaines situations, on sait que c'est difficile, mais bon, il faut tenir, il ne faut pas être trop pressé. Donc, c'était le petit histoire que j'avais à vous raconter ce soir. En tout cas, merci et courage à vous, DMD. Merci pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Tu m'entends bien? Oui, très bien. D'accord. Je vais raconter l'histoire. Il y a un témoignage d'une dame. Bon, je vais intituler La choisie de Dieu.
C'est les personnes dont Dieu a la main spécialement sur elles, parfois parce qu'elles doivent servir. Donc c'est l'histoire d'une femme musulmane. Je vais l'appeler Awa. Non, je vais l'appeler Minata. Minata, depuis elle est petite, elle entend une voix qui la guide. Mais étant enfant, c'est très perturbant. Donc, lorsqu'elle en parle à vos parents, comme c'est des musulmans, eux, ils trouvent que c'est des djinns, c'est-à-dire des génies. Donc, ils font des sacrifices, ils font des sacrifices à chaque fois, mais la voix est toujours là. Donc, ce qui a fait que l'enfance de Minata a été vraiment perturbée. Et ça fait qu'elle s'est un peu recroquevillée sur elle-même. L'école, ça n'a pas été trop ça. Bon, elle s'est mariée jeune, mais à cause de ça qu'elle considérait comme un handicap, elle était très timide. Mais par la grâce de Dieu, comme la voix la guidait un peu dans tout ce qu'elle faisait, elle a eu du boulot et tout. Donc un jour, la voix lui dit, tu vas entrer en politique. Elle dit, ah, moi qui n'ai aucun niveau là, comment ça va se faire et puis moi je vais entrer en politique. Parce qu'au fur et à mesure, elle va finalement s'habituer, et puis ça sera son secret, mais en même temps, elle va s'habituer. Quand elle marche comme ça, que la voix lui dit, prends pas tel véhicule ou bien prends tel autre véhicule, à chaque fois qu'elle obéit, elle a des choses. Elle a des victoires, quoi. Donc, c'est ainsi que quand la voix lui a dit que tu vas entrer en politique, elle a dit, mais comment je vais entrer en politique alors que je n'ai aucun niveau intellectuel et tout. Puis la voix dit, non, tu vas voir. Et quelque temps après, comme de manière miraculeuse, elle est vraiment entrée en politique. Donc, quand elle est entrée en politique, dans le sein d'un parti politique très, très, très influent chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, elle s'est retrouvée au secrétariat général de section, là où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Elle s'est retrouvée à un poste même, quand même elle sait qu'elle ne méritait pas, mais comme c'était la main de Dieu qui était sur elle, elle est arrivée à ce poste-là. Et il y a de l'argent, des enveloppes, de grosses enveloppes d'argent qui circulaient. Et donc, à chaque fois qu'on lui présente une enveloppe comme ça, la voix lui dit non, ne prends pas. Non, ne prends pas. Mais à un moment donné là, c'était vraiment de l'argent, c'était des grosses sommes d'argent. Donc, finalement, elle a commencé à toucher. Donc, quand l'argent vient, elle a commencé à toucher. Et quand c'est comme ça, un peu, la voix a commencé à se retirer d'elle. Mais elle est montée au sommet, elle avait des voitures, tout. Et quand c'est comme ça aussi, la femme qui se retrouve de zéro à héros, c'est pas toutes les femmes qui arrivent à maintenir la politesse. Donc elle était devenue arrogante jusqu'à ça, finalement, ça a gâté son mariage. Et quand ça a gâté son mariage, un peu, elle a commencé. Et puis un coup, fou, elle est tombée à zéro. Et donc quand elle est tombée, elle a commencé maintenant à courir, les marabouts, les trucs comme ça. Et partout, même si on lui dit que telle personne est bien, elle va là-bas, la personne n'a pas de solution pour elle. C'est ainsi que elle a une amie qui lui a dit, ah, je connais un très grand marabout. Un très grand marabout à Trècheville. Le monsieur même, il est mort maintenant. Donc, elle est partie là-bas avec sa copine. On dit, ce gars-là, il tape jamais poteau. Mais quand elle est arrivée voir le marabout là, le marabout lui a dit, toi, ta solution là, moi, je ne peux pas te la donner. Mais tu vas croiser un homme de Dieu. Et c'est cet homme de Dieu là qui sera ta solution. Elle dit, quand le monsieur lui a dit ça, elle était tellement dépitée. Comment on dit quelqu'un qui donne solution à tout le monde et puis elle va pour elle là, on dit non, c'est un homme de Dieu. Donc elle a cherché. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée encore chez un jeune pasteur. Quand elle est arrivée là-bas, le pasteur aussi, dès qu'il l'a vu, il dit, mais c'est pas moi qui dois prier pour toi. Au contraire, c'est toi qui dois prier pour moi. Elle dit, mais comment ça? Moi, je suis dans les problèmes, je suis venu te voir. Le monsieur dit non, parce que là où toi tu es là, je n'ai pas ton niveau. Mais c'est un homme de Dieu qui va t'aider et puis tu vas voir ce que tu dois devenir. Donc, du coup, malgré ces problèmes-là, elle n'avait aucune solution. Donc, comme elle s'est retrouvée au bas de l'échelle, son mari a divorcé, tout ça là. Elle avait une très grande maison, elle a déménagé. Elle s'est retrouvée dans un quartier, bon, pas un quartier précaire, c'est quand même un beau quartier et tout. Donc, un matin, elle se lève, elle s'en va faire son sport, mais c'était à 6 heures. À l'angle de sa rue et puis une autre grande rue là, elle voit, ce que j'avais oublié de dire, c'est que c'est vrai qu'elle entend des voix, mais elle voit aussi des esprits.
Elle dit, elle partait faire le sport. Et puis un coup, c'était dans la pénombre comme ça. Elle voit un esprit. Vous voyez, c'est pas un homme. C'est-à-dire, elle voit un esprit, mais elle voit que le haut. Elle ne voit pas le bas. Et puis la personne lui dit, je t'attendais. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non, j'ai quelque chose à te proposer. Elle dit quoi? Il dit, non, il faut nous rejoindre. Elle dit, je ne peux pas vous rejoindre. L'esprit a donné ses arguments. Elle dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça a disparu. C'est-à-dire, le temps de faire comme ça, l'esprit a disparu. Il a dit seulement, en disparaissant, il a dit, je reviens. Quand il a dit, je reviens là, et puis il a disparu. Donc, elle a continué sa vie parce qu'elle n'était pas, c'est pas la première fois qu'elle voyait des esprits, mais c'est la première fois que quelqu'un lui faisait comme ça, une proposition directe comme ça. Donc, 1 an, 2 ans sont passés. Un matin, elle partait faire son sport. Elle voit un 4x4 double cabine noir garé. Un monsieur qui était à l'extérieur. Le monsieur, c'est-à-dire quand tu vois, tu sais que c'est un boss, mais le monsieur était noir. Et puis le monsieur a dit, bonjour madame. Elle dit instinctivement, elle a eu peur, mais ça l'a ramené 2 ans en arrière. Mais ça l'a ramené 2 ans en arrière. Il dit, bonjour madame, ça va, mais, il y a double cabine devant toi, 4x4 rutilante, tu as fait comment? Donc elle a causé avec le monsieur l'a demandé des renseignements, tout et tout. Bon, malgré qu'elle avait ce petit pincement au cœur là, elle a quand même causé avec le monsieur. Et c'est ainsi que le monsieur a commencé à la draguer. Et pendant 6 mois, quand le monsieur s'est rendu compte qu'elle avait des enfants, il est passé par ses enfants en faisant des cadeaux aux enfants, tout cela. Mais elle avait toujours quelque part cette petite crainte-là qui lui disait qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais c'est ainsi que la copine à sa mère, la maman de Mina, là, elle lui a dit, mais ma fille, ton mari t'a divorcé. Tes enfants là sont nés de se gâter, surtout qu'elle avait un garçon qui commençait à dérouter un peu. Voici un homme qui s'occupe de tes enfants. C'est-à-dire, le monsieur, quand il vient, il envoie des cadeaux aux enfants. Il faisait tout. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Mais malgré sa crainte là, mais sur conseil de sa tante, elle a dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Donc, c'est ainsi que elle s'est mise avec le monsieur. Le monsieur, il avait une balèze maison, une grande maison. En tout cas, c'était une très grande maison. Le monsieur, lui avait son fils dans la maison. Donc, du coup, quand elle est venue habiter avec le monsieur, c'était pas spécialement par amour, mais il était là pour ses enfants, parce qu'elle avait dégringolé financièrement. Et puis, son mari, son ex-mari qui avait de l'argent, le mari et elle, son ex-mari, ils sont devenus comme chien et chat. Donc, elle s'est dit, bon, le monsieur, il est bien placé, donc peut-être que ça pourrait mettre ses enfants à l'abri. Donc, c'est ainsi qu'elle a accepté les avances du monsieur. Mais malgré ça, elle avait cette crainte-là. Donc, après 6 mois de vie commune comme ça, une nuit, elle fait un songe. Excusez-moi, ça sera peut-être légèrement long. Elle fait un songe. Et dans le songe, elle se retrouve sur un grand bateau, comme une planète, un grand bateau avec des blancs, des noirs, des chinois, des asiatiques, mais un bateau luxueux avec un buffet très garni, avec des drapeaux de chaque pays plein, mais en tout cas un coin vraiment luxueux. Donc elle était là et puis c'est comme si elle a été reçue dans une assemblée et les gens lui disent, voici la nourriture, il faut manger, tout ça. Elle dit non, elle ne mange pas. Il faut manger, elle dit non, elle ne mange pas. Et puis on dit, bon, en fait, si tu acceptes de venir avec nous, on va te nommer. On va te nommer, tu vois, tout ça là, tout ce que tu veux là, tu vas avoir. Donc elle dit qu'elle a refusé, puis elle s'est réveillée. Donc elle s'est réveillée. 2 jours après, son nouveau chéri là, l'a fait asseoir. Que, Mina, je vais te parler. Elle dit, ok. Le gars l'a fait asseoir et puis il dit, tu sais, j'ai un pouvoir. Elle dit, mais quel pouvoir? Il dit, non, j'ai un pouvoir que je veux partager avec toi et on sera puissant. Et ça lui a dit, instinctivement, comme elle avait cette crainte en arrière là. C'est maintenant elle voit que sa crainte était légitime. Quand le monsieur lui dit, j'ai un pouvoir, je vais te proposer, elle dit, je ne suis pas intéressée. Il dit, non, mais attends d'abord que je t'explique. Elle dit, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée aujourd'hui, je ne suis pas intéressée demain. Le monsieur n'a rien dit. Il s'est levé. Mais depuis quand il s'est levé, finalement, là, la guerre était déclarée dans la maison. En fait, son type, là, c'était un numéro 2 des loges chez nous au pays.
Donc, quand elle a refusé, son refus a été tellement catégorique, c'est devenu la guerre avec son type là dans la maison. C'est-à-dire le gars l'a boudé. Il a boudé pendant combien de temps? Maintenant, une nuit, elle dort parce qu'elle avait finalement décidé de faire chambre à part avec le monsieur. Donc, elle était avec sa dernière fille, elle dormait avec sa fille. Une nuit, elle dort et puis elle fait un songe. Dans le songe, elle voit un monsieur. Le monsieur est grand comme ça, il est habillé en genre une toge blanche, mais une toge légère blanche. Et puis, le monsieur apparaît dans son rêve, le monsieur lui dit, Mina, est-ce que tu sais que c'est ton dernier jour de vie sur terre? Mais, comme tu es têtu là, je vais te montrer. Regarde à côté de toi. Tu vois la vipère. Il y avait une grosse, dans le rêve, il y avait une grosse vipère. Normalement, cette vipère là, oui, elle faisait beaucoup de songes parce que c'est en songe que Dieu parle. Donc, quand tu ne fais pas de songes, il faut t'inquiéter, ma chérie, parce que c'est par là que Dieu parle plus facilement. Donc, la personne dans le rêve, l'homme dans le rêve lui dit, tu vois à côté, voici une grosse vipère. Normalement, c'était ton dernier jour de vie sur terre, mais comme tu es têtu et puis tu n'écoutes pas là, je vais te montrer que Dieu est avec toi. Donc, tu vas te réveiller le matin, je mets mon pied sur la gueule de la vipère, pour ne pas que la vipère te touche. Elle se réveille le matin dans la réalité, hein, dans la vraie vie. Hein. Lorsqu'elle se réveille, à côté de son lit, il y a une grosse vipère. C'est-à-dire que dans des quartiers luxueux de la Riviera, s'il vous plaît, ce n'est pas quartier où il y a la brousse. Une grosse vipère. Donc elle se réveille, la vipère à côté de son lit. Donc elle se réveille, elle crie, et puis le fils de son mari envoie un bois. Le temps que le jeune arrive avec un bois là, la vipère même s'est mordue. La vipère a tourné la tête et la vipère même s'est mordue. Et la vipère est morte sur place. Et puis le petit est venu, bon, il a tapé aussi avec le bois et puis ils ont jeté. Quand la vipère est morte là, le monsieur a fait 3 mois dans la maison, il ne parlait plus avec Mina. Oui, ça c'est que, à l'approche des fêtes de Tabaski, non, à l'approche des fêtes de Tabaski, à chaque fois à l'approche des fêtes de Tabaski, Mina comme ça, elle voyage pour le Sénégal pour aller prendre des boubous, tout ça là pour venir vendre. Donc, elle annonce au monsieur, le monsieur qui ne lui parlait pas là, comme elle devait voyager, elle annonce au monsieur que, ah, bon, je vais bientôt partir, comment on appelle ça, je pars tel jour pour le Sénégal et tout. Le monsieur lui dit, ah, ça tombe bien, moi, mais je m'en vais en France, donc on va faire le chemin ensemble. Et cette même nuit là, elle fait encore un songe. Dans le songe, c'est comme si l'avion qu'elle a emprunté a fait un crash. Et quand l'avion a fait un crash, le même homme qui était venu dans la nuit pour lui dire que la vipère voulait la mordre et puis, ou bien la tuer là. Le même homme apparaît et puis il la prend et il la met dans une ambulance. Et quand l'ambulance passe au niveau de l'aéroport de chez nous en Côte d'Ivoire, à Abidjan, l'aéroport de Port-Bouille là. C'est comme ça l'ambulance passe par là et puis on l'envoie en réanimation et tout. Donc, excusez-moi. Donc elle se réveille le matin, le monsieur est prêt, elle aussi elle est prête. C'est là maintenant, pour elle, elle reçoit un coup de fil de Air France. Et Air France va lui dire que finalement, son vol est annulé. Et son mari était là, il a regardé, il était député quoi. Parce que finalement, lui, il s'en va, elle ne pourra plus partir parce qu'ils devaient normalement faire le chemin ensemble. Donc le monsieur est parti et puis elle, son vol a été ajourné au lendemain matin. Le monsieur était fâché et puis il est parti. Donc elle, quand le lendemain est arrivé, qu'elle a pris son vol, arrivé dans l'avion, quand il devait atterrir au Sénégal, elle a vu un très gros nuage comme ça se former dans le ciel. Et puis sur le nuage, il y avait un monsieur qui était assis en tailleur, mais en boubou comme les imams là. Et l'homme était assis, elle a vu vraiment en vision, hein. Et puis l'homme était assis sur le nuage et puis il priait. C'était comme s'il faisait des prières comme ça, les prières musulmanes là. Et puis quand elle est arrivée au Sénégal, elle en a parlé à son guide spirituel. Bon, il a dit que c'est sûrement un ange. Elle est arrivée au Sénégal, quand elle a fini de faire ses achats, elle a fait ses commandes et tout le temps de recevoir ses achats là, elle est tombée gravement malade jusqu'en sous-oxygène. Moins un mourait, pour rien comme ça, hein, moins un mourait. Et ils ont décidé, bon, de la rapatrier sur la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'elle meure au Sénégal. Donc elle est venue en assistance médicale à Abidjan. Mais dès qu'elle a atterri, celle qui était sous aspiration, sous oxygène là, dès qu'elle a atterri à Abidjan là, maladie est finie. Et, mon cher, elle rentre à la maison, elle reçoit le coup de fil de son mari. Tu es rentré. Elle dit oui, mais comment tu as fait pour arriver? Cela va se rendre compte qu'en fait que tout ce qu'elle avait vu en songe et puis Dieu lui a montré là, c'était le monsieur voulait passer par là pour l'éliminer.
Et quand il a vu qu'il est rentré, il lui a dit, mais comment tu as fait pour arriver à Abidjan? Donc, c'est devenu une histoire maintenant de guerre à la maison. Elle a dit, bon, si c'est comme ça, elle va déménager, mais elle n'avait plus les moyens. Donc, elle a commencé à prier Dieu pour que Dieu lui donne les moyens pour pouvoir déménager. Et c'est ainsi que la période des examens de fin d'année sont arrivés. Les périodes des examens de fin d'année sont arrivées. Sa fille a passé le bac. La veille des résultats, le monsieur l'a fait à soi, puis lui dit, mais tu es sûr que ta fille va avoir le bac? Elle dit, oui, ma fille va avoir le bac parce que je crois à un Dieu qui est puissant. Il lui a dit, bon, on va voir. Et le temps des résultats, la fille a vraiment eu le bac. Quand la fille a eu le bac encore, le monsieur était fâché. Donc, la femme dans ses prières, finalement, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu l'argent pour déménager. Bon, quand vous avez l'argent là, vous cherchez la maison. Et puis après, quand vous avez la maison pour déménager. Donc, comme elle était sûre maintenant qu'elle allait partir là, toute la colère qu'elle a économisée contre son type là, elle a laissé. Les derniers jours, quand le gars a fait un truc là, elle a baillé même pour lui donner. Elle a bien insulté le monsieur. Alors que, normalement là, un enfant de Dieu là, doit réprimer sa colère. Parce qu'une fois que tu es en colère là, ça produit une mauvaise odeur. Donc, même s'il y avait les anges autour de toi, les anges quittent. Donc, c'est dans cette colère-là, elle a insulté, elle a dit toute la frustration, elle a tout dit au monsieur. Puis finalement, elle a déménagé et puis elle est partie. Donc, quand elle a déménagé, dans sa nouvelle maison, le monsieur est venu la visiter là-bas. Quand le monsieur est venu la visiter, elle a chassé en prière. Elle a pris dans le feu de... Elle a prié jusqu'à chasser le monsieur avec la prière. Donc, elle a fini de chasser le monsieur. Le lendemain, on appelle, on dit que le monsieur est malade. Le monsieur est malade. Le temps qu'elle parte là-bas, le monsieur est mort. Sauf que, quand le monsieur est mort là, avant que le monsieur ne meure là, le jour qu'elle avait piqué une colère, le monsieur avait réussi à l'atteindre. Donc, quand le monsieur est mort, 6 mois après, Mina a commencé à tomber malade. Quand elle dort là, c'est les bêtes qui descendent de sa tête, de ses oreilles, de sa tête. Des bêtes descendaient. Elle va à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi des bêtes vivantes, des insectes vivants peuvent sortir de l'oreille de quelqu'un. Donc, c'était ça. Ils ont tout fait. Après, il y avait des complications. Elle passe ici. Elle voit tel homme de Dieu. Il dit, donne-moi 1 million, je vais te soigner. Elle donne 1 million, 0. Elle passe là, donne-moi tant. Finalement, elle a un ami qui lui a dit, moi, je connais quelqu'un au Bénin. Donc, tu vas partir. La femme, elle est partie s'endetter. Elle a pris un prêt à la banque. Et puis, elle est allée au Bénin. Indisponibilité au travail. Et puis, elle est allée au Bénin. Donc, quand elle est arrivée au Bénin, le premier jour, ils font des consultations. Donc, quand ils font les consultations, ils appellent l'âme de son défunt conjoint, concubin. Le monsieur arrive. Les vaudous là l'interrogent. Le gars dit, c'est qu'il est sûr, lui, il a une part de responsabilité dedans, mais il n'est pas seul. Qu'il y a aussi la famille de Mina dedans. Donc, quand les vaudous là l'interrogent pour dire, mais il n'a qu'à donner les noms des familles. Il dit que, ça va vraiment, lui, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Donc, bon, finalement, ils ont libéré son âme est parti. Donc, là où elle était partie chez les vaudous là, eux, ils ont dit, bon, on va aller chez un autre vaudou un peu plus puissant. Et ils sont partis sur ce vaudou un peu plus puissant là. Donc, quand ils sont arrivés chez le vaudou un peu plus puissant, la nuit de la consultation, ils ont envoyé un aigle. Et c'est l'aigle là qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la famille de Mina, pour partir voir là-bas, pour qu'ils ramènent les résultats. Et effectivement, l'aigle est parti à partir de minuit là. Et puis il est revenu à 4 h du matin. Et il a donné le nom de tous les parents de Mina qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'elle est au Bénin, il a donné tous les noms. Et puis quand on demande à Mina, telle personne tu connais 8, telle personne tu connais 8, telle personne tu connais 8. Donc finalement, comme pour eux, ils ont trouvé la source. Ils ont dit, bon, finalement, maintenant, ils vont faire le cérémonial. Vous allez m'excuser pour ceux qui sont vaudous là. Ce n'est pas que je vais vilipender une religion ou bien une croyance. Je raconte un témoignage vrai et puissant et la femme, elle existe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand cercle comme ça de bougies et puis ils ont mis Mina au milieu. Ils devaient la laver avec une décoction. Donc, elle dit, pendant qu'elle est dans le cercle là, il y a une voix qui lui dit, tape des mains. Donc, quand elle tape des mains, toutes les bougies là s'éteignent. Les gens là disent non. Ils ont refait encore, ils ont rallumé les bougies.
La voix lui dit tape des mains. Quand elle tape des mains, toutes les bougies là s'éteignent. La voix qu'elle n'entendait plus depuis un bon moment là, toutes les bougies là s'éteignent. Donc les gens ont dit que c'est que vraiment le problème des mignons est très sérieux. Donc la nuit là, ils ont fait des consultations. Elle devait donner une certaine somme et puis ils vont aller faire un sacrifice au bord de la mer. Donc à 1h du matin, entre 1h et 3h du matin, ils sont arrivés au bord de la mer là-bas. Et ils ont fait des cérémonies. La mère s'est retirée. Elle dit la mère s'est retirée même au fond. Puis ils ont déposé le sacrifice. Et puis ils sont partis. Donc quand ils sont revenus encore au camp, ils ont refait le même cérémonial avec les bougies. Et puis elle est au milieu. Puis ils vont la laver. La voix lui dit encore, je vais leur montrer que le Dieu là c'est moi. Tape des mains. Donc quand elle a tapé les mains, et puis les bougies se sont éteintes, ils ont dit bon, on va laisser les bougies, on va la laver. Donc, ils l'ont lavé, malgré qu'ils ont lavé. Mais malgré qu'ils l'ont lavé là, le temps qu'elle a passé là, aucune amélioration. Sinon que sa situation même s'empirait. Donc, ils ont dit, bon, il y a un grand vaudou encore plus loin. Ils ont donné le nom de la ville, mais je ne vais pas donner le nom de la ville. Ils sont partis avec Mina là-bas. Et quand ils sont arrivés chez ce grand vaudou là, le monsieur, il a consulté et puis il a dit, cette femme-là, sa situation n'est pas ici. Sa situation est en Côte d'Ivoire, chez un homme de Dieu. Si elle croit cet homme de Dieu là, c'est là-bas sa situation est. Ça fait 3 personnes qui disaient, qui lui ont dit ça finalement. Un marabout, un pasteur, un vaudou. Donc, maintenant elle m'a dit, mais attendez, je vais prendre un prêt de 5 millions à la banque et puis je vais venir au Bénin ici. Puis vous allez me dire que ma solution est en Côte d'Ivoire. Pourtant, cette Côte d'Ivoire là, j'ai laissé et puis je suis venu ici. Donc, du coup, elle est retournée avec les gens là-bas. Eux aussi, ils ont dit, bon, c'est vrai qu'on leur a donné on leur a dit de laisser la femme pour repartir en Côte d'Ivoire, mais et aussi, il y avait leur argent en jeu. Ils sont venus avec elle. Ils sont restés encore avec elle pour essayer de faire ce qu'ils pouvaient et tout. Mais pendant ce temps, tout le temps que la dame a passé là-bas, pendant 3 mois, là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle ne dormait pas la nuit. Donc, quand ils sont revenus de ce monsieur-là, elle dit qu'elle était couchée, elle était allongée dans la chambre où elle dormait. Là. Et puis, il y a une voix qui lui a dit, bon, ma fille, comme tu ne dors pas depuis plusieurs moments là, il faut aller voir tes gens là. Il faut leur dire que la case dans laquelle ils gardent leur fétiche là, c'est là-bas tu vas dormir. Donc elle soit, elle dit ça au monsieur. Le monsieur dit non, on ne peut pas te mettre là-bas. Elle insiste. Donc ils ont finalement cédé parce que c'est elle avait vraiment de l'argent dans ce temps-là qu'elle leur donnait facilement dès qu'ils réclamaient. Donc ils l'ont mise dans la cage des fétiches là. Et le lendemain, pour eux, elle n'allait pas sortir parce que tu ne peux pas rentrer là-bas et puis sortir. Donc, elle dit, effectivement, quand elle est entrée dans la case là-bas, là, elle a dormi, bien dormi même. Donc, elle dit, elle se réveille le matin, sort, tout le monde est en blanc. Et ils étaient étonnés que vraiment, c'est que toi, la femme, là, tu as vraiment un cœur pur. Donc, si c'est comme ça, finalement, tu vas rentrer dans ton pays, mais on va t'envoyer les choses. Donc, elle retourne à Abidjan. Et puis, on lui a demandé de faire un petit cérémonial là, où elle doit déposer ce qu'elle doit recevoir. Donc, elle demande, mais je reçois ça comment? Ils ont dit, non, va seulement à Abidjan, tu vas voir. Et effectivement, quand elle est venue à Abidjan, elle a fait son petit établi là, où elle a déposé elle a mis, bon, c'est qu'on lui a dit de mettre le blanc, le percal, des trucs comme ça là. Et de manière mystérieuse, tout est apparu là. C'est-à-dire les prescriptions, les bouteilles, tout ce qu'elle doit faire là, c'est apparu là. Ah, j'avais oublié un petit élément. Tellement elle avait finalement perdu, à cause de la maladie, tellement elle avait dépensé, là, elle a perdu sa maison. Donc elle s'est retrouvée dans le salon de son grand frère. Donc c'est dans le salon de son grand frère là que, quand les gens lui ont envoyé les trucs qu'elle était, et le grand frère aussi, lui, il était gêné parce que sa soeur dort dans son canapé, et puis elle a son petit, comment on appelle ça même, là où on dépose des trucs pour prier là, voilà, un petit sanctuaire. Et lui, ce n'est pas ses croyances, donc il était un peu gêné. Du coup, ça a commencé à créer même des tensions entre Mina et son grand frère. C'est ainsi qu'un jour, son grand frère rentre du boulot, puis il dit, ma petite soeur, on m'a parlé d'un homme de Dieu là, que vraiment, lui, il peut t'aider. Parce que malgré tout ce qu'elle a fait là, la pauvre femme là, elle était encore plus malade même. Et elle devait finalement, là où on l'avait soignée, à la Pisam là, elle devait de l'argent là-bas. Donc elle ne pouvait pas aller se faire soigner là-bas. Donc le frère lui a dit, on m'a parlé d'un homme de Dieu, tu vas essayer, il faut partir. Et elle était en train d'hésiter. Mais c'est quel homme de Dieu que moi je n'ai pas encore vu dans Abidjan là. Son frère dit, non, il est ici, il faut partir. Donc c'est ainsi que elle écoute son grand frère et puis elle se rend dans cette église là. Elle est assise et elle est là, elle voit un homme passer. Quand elle regarde l'homme là, c'est là qu'elle va se rendre compte que c'est l'homme qu'elle voyait dans ses rêves là. C'est l'homme qu'elle voyait dans ses rêves là. C'est lui qui vient de passer. Et c'est là la voix va lui dire, tu es là où je voulais que tu sois.
C'est là comme ça qu'elle a croisé l'homme de Dieu. Et c'est après ça, bon, je vais écouter, puis une fois je vais rencontrer une autre partie de cette histoire-là. Et c'est là maintenant, la voix va lui dire en fait, depuis qu'elle est petite là, la voix qu'elle entendait là, c'est la voix de l'ange Gabriel. C'est la voix de l'ange Gabriel. Et que ce n'est pas la voix des djinns, mais les parents, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas cet enseignement-là, qu'eux, ils ont pensé que c'était la voix des djinns ou bien des génies, et ils ont essayé par tous les moyens de faire taire cette voix-là. Donc, quand elle est rentrée maintenant en contact avec cet homme de Dieu-là, elle a eu beaucoup de réponses. Et l'homme de Dieu lui a dit, bon, comme tu as des maladies qui méritent opération, il faut aller te faire opérer. Elle dit, mais papa, je dois la clinique là-bas. Elle était assise là et puis un coup elle reçoit un appel de la clinique que venez vous faire opérer parce que vous ne devez pas. On a fait le calcul, vous ne devez rien. C'est comme ça qu'elle est partie se faire opérer. Donc je vais couper là, il est déjà minuit 30. C'est pour dire quoi? Il y a des gens, et chaque fois je parle des choisis de Dieu ici, Dieu a la main sur eux. Si vous entendez là, que vous avez ça là, c'est vrai que souvent chez les blancs on parle de schizophrénie et tout, alors que la schizophrénie là, souvent, il y a beaucoup de spirituels dedans que les gens ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils donnent des médicaments aux gens et tout. Et puis, quand il n'y a pas l'enseignement, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que Dieu met sa main sur certaines personnes de manière particulière. Et ces personnes-là, elles sont éprouvées. Et ce sont ces gens de personnes-là que, en général, les gens des loges approchent. Donc, si vous êtes cupide là, vous risquez de vous faire avoir. Parce que il faut savoir que celui qui donne sans restriction et sans demande en retour, c'est Dieu qui donne. Mettez votre foi en Jésus. Au jour d'aujourd'hui, là, vous avez fini par remarquer que les musulmans et puis les chrétiens, là, il n'y a plus tellement de différence parce qu'on croit en ce même Dieu là. Seulement, c'est que nous, les chrétiens, il y a beaucoup plus d'enseignements que, par exemple, les musulmans n'ont pas. Mais aujourd'hui, là, eux, ils croient. Il y en a même qui sont musulmans qui, malgré que, quand ils sont en danger dans leur sommeil, là, ils disent au nom de Jésus et puis ils sont sauvés. Donc, arrêtez de faire des restrictions au niveau de la religion. Dieu, là, il est unique. C'est l'appellation qui change ou bien c'est la manifestation, comment on appelle ça, la pratique en elle-même qui change. Donc, si vous avez la grâce d'avoir des prémonitions, prenez ce que la voix ou bien vos intuitions, ce que vous allez appeler intuition là, prenez spécialement ça en compte. Parce que si vous ne suivez pas, ça va vous amener là où ça c'est pas. C'est-à-dire, ça va vous amener al padre, c'est-à-dire à la mort. Donc voilà. Mais une autre fois, je vais raconter un autre pan de cette histoire-là. J'espère que vous avez, bon, ça va vous servir un jour. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer vendredi à 20h00. Donc, merci pour les histoires, ceux qui ont intervenu aujourd'hui. Merci, les partages. Merci beaucoup. Et donc, on se prend mercredi et les rediffusions, c'est sur YouTube, DMG TV. Portez-vous bien.